résultats de la Coupe de France qui vaut en deuxième de finale. À tout de suite. France 3 Bretagne vous donne rendez-vous ce dimanche pour un après-midi entièrement dédié au sport. Dès 12h55, revivez la course Brest Atlantique. Brest Atlantique, l'envol des géants, suivi à 14h des 32e de finale de la Coupe de France, Lorient-Brest. On profite d'un week-end en toute tranquillité, même si le dimanche débute en faisant des mines, dans une ambiance brumeuse. Les côtes d'Armor et le Morbihan devraient pouvoir s'extraire de ce mauvais pas et retrouver de belles éclaircies. L'Est et l'Ouest conservant plus de nuages. Il gèle moins, mais il fait encore frais. 0 à 2 degrés dans les terres, 3 et 4 degrés sur les côtes et jusqu'à 8 degrés dans les îles. Ça bouge assez peu l'après-midi, pourquoi on aura la sera dans la nuit sur les points du Finistère. Mardi, régime de sud-ouest, doux et humide. Il pleuvra assez peu demain. On partage la galette des rois. Attention à la feuille. Soyez les bienvenus, bonsoir, merci de votre fidélité. À la ligne de nouvelles manifestations contre le projet de réforme des retraites. Avant même la rentrée lundi et la reprise des négociations, il y a des opposants qui ont maintenu la pression, et ce pendant les vacances, ils étaient 350 à manifester à Rennes. Coupe de France, un week-end de 32e de finale, le FC Guichin et ses supporters rêvaient d'exploit face à Caen. Les points de victoire, le club amateur quitte l'aventure avec les honneurs, défaite 2-1. Et puis nous mettons à l'honneur ces femmes qui ont fait la Bretagne. Plus de 200 femmes réunies dans un ouvrage signé de l'écrivaine et journaliste Nathalie Debrocq. Des femmes militantes, résistantes, visionnaires ou légendaires. Nathalie Debrocq est notre invitée ce soir. C'est donc parti que les négociations vont reprendre sur le projet de réforme des retraites. Et le bras de fer entre exécutif et syndical, à savoir de nouveau musclé, sachant qu'une intersyndicale appelle à 2 journées interprofessionnelles de manifestation. Qui plus est, la CGT a promis un durcissement des blocages des raffineries et des dépôts pétroliers. Mais ça le phénomène n'a rien d'isolé, pourtant les vacances de Noël, sans attendre la rentrée. Ils ont continué de manifester, et ce fut le cas cet après-midi à Rennes. Leur mot d'ordre, le retrait du projet de réforme. Hier soir, quand soudain, des orages et des rafales de vent de plus de 100 km/h balayent la Touraine. Veillée d'armes avant 2 nouvelles mobilisations nationales prévues jeudi et samedi prochain. Alors que le Premier ministre doit prendre la parole mardi après une nouvelle rencontre avec les partenaires sociaux, les compromis qu'il appelle de ses vœux sur le projet de réforme des retraites ne trouvaient pas écho parmi les manifestants rennais cet après-midi. Parmi eux, des cheminots grévistes dont la feuille de paye sera encore amputée le mois prochain. Ou les mesures d'âge pivot. Moi, je suis né en 1974. Si on considère les annonces qui ont été faites, on pourrait me dire que je ne serais pas concerné par la réforme des retraites qui est envisagée. Pour autant, ne serait-ce que l'âge pivot qui pousse jusqu'à 64 ans me concerne. On imposera à moins de faire 2 années de plus. On a fait les calculs, que ce soit pour le public avec les 25 meilleures années ou au niveau du code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires sur les 6 derniers mois, on perd entre 2 et 300 euros de pension par mois avec le système de retraite à points. Tout est fait pour orienter les gens vers la retraite par capitalisation et que ce système-là, lui, est profondément, encore beaucoup plus profondément inégalitaire. Parole aussi d'une jeune enseignante-chercheuse inquiète pour son avenir. Je suis contractuelle de la fonction publique. Ça veut dire que j'alterne les périodes de CDD, de chômage. Et donc ma retraite, elle va être clairement, déjà qu'elle va peut-être pas être mirobolante, elle va être clairement réduite si la réforme passe. Quelques gilets jaunes se sont joints au rassemblement. La tentative pour rejoindre ensuite la place de la mairie s'est heurtée aux forces de l'ordre.
À la une par ailleurs, l'appel à la solidarité du maire de famille des Côtes-d'Armor. Ces 3 enfants sont porteurs d'une maladie génétique extrêmement rare, la maladie de l'AFORA, qui entraîne une dégénérescence du cerveau et de fait une perte progressive d'autonomie. Elisabeth, la maman, a créé une association, Mathilda, Vaincre l'AFORA, et elle lance un appel aux dons pour créer un espace de vie au rez-de-chaussée pour ses enfants. Catherine Basile, Valentin Leroy. Pour Jao, 19 ans, descendre l'escalier qui mène des chambres au salon est devenu une aventure périlleuse. Allez, à ton tour, Mathilda. Jao et sa sœur Mathilda souffrent de la maladie de l'AFORA, une affection neurologique dégénérative qui toucherait un être humain sur 1 milliard. Ils avaient une scolarité tout à fait normale, et à partir de la 3e, ils n'arrivaient pratiquement plus à écrire ni à lire. Et là, donc, la scolarité a été arrêtée. Ils deviennent de moins en moins autonomes. Au départ, ils sont donc, comme Julian, vifs. Petit à petit, ils ont de plus en plus besoin de quelqu'un. À un moment donné, on lui donnait carrément à manger parce qu'elle ne pouvait plus du tout manger. Oui, maintenant, oui, tu arrives à manger toute seule. À l'adolescence, Jao et Mathilda multiplient les crises d'épilepsie, des crises de plus en plus fortes et fréquentes. Aucun médicament ne parvient à les enrayer. Après un test génétique, le diagnostic tombe en novembre 2014. Le médecin vous convoque et vous dit voilà, vos enfants ont une maladie génétique. Et on demande à peu près ce que c'est, puisqu'on ne connaît pas du tout cette maladie. Il nous a dit en gros c'est une dégénérescence du cerveau et c'est 5 à 10 ans pour chaque enfant. À 15 ans, Julian, le plus jeune, mène une vie normale, tandis que ses aînés tempèrent leurs crises chaque jour à l'aide de médicaments. Elisabeth, leur maman, espère beaucoup d'un nouveau traitement qui pourrait stopper la maladie. Petit à petit, on prend contact avec plein de personnes. En métropole, le week-end va être marqué par l'arrivée de la tempête Amélie, avec nous ce soir Pauline Abédon. Les chercheurs nous annoncent non, on est sur un médicament, le médicament arrivera, et donc on garde espoir. Une association a aussi été créée pour venir en aide à la famille Le Thor. L'objectif, c'est d'avoir des fonds pour améliorer le quotidien des enfants, pour qu'ils puissent avoir une chambre chacun et une salle de bain au rez-de-chaussée sans avoir à monter les escaliers et les descendre, pour améliorer le quotidien aussi d'Elisabeth, parce que c'est pas facile non plus pour elle de vivre ça tous les jours. Tous les dons et les savoir-faire bénévoles sont les bienvenus pour adoucir le quotidien d'Elisabeth et de ses 3 enfants. Par ailleurs, un mot de la pêche au coquillage interdite jusqu'à nouvel ordre sur 2 zones littorales d'Ille-et-Vilaine, en l'occurrence les zones 3506B du Mont-Saint-Michel-Rivage et 3511 zone conchylicole d'Irel, en raison d'une contamination d'huîtres par des norovirus. Les coquillages en provenance de ces 2 zones sont interdits temporairement de pêche, de ramassage, d'expédition et de commercialisation. Décision émanant de la préfecture. Sur le Cap Corse, les premières rafales de vent solaire. La région avait subi la semaine dernière plusieurs départs de feu. Pour tenter d'éviter ce genre de catastrophe, les services de l'État ont donc décidé de surveiller les endroits à risque en Haute-Corse. L'interdit par arrêté l'usage du feu depuis ce matin et surtout aujourd'hui. En cause d'un épisode de vent fort attendu et une sécheresse qui s'étend de plus en plus. Mettre en place un dispositif général sur la Haute-Corse de surveillance, notamment avec la gendarmerie. Nous essayons de lancer sur des épisodes localisés, de filmer les qui concernera l'ensemble des départements. Le feu de calamité s'est déclaré dans la 23 en février, a parcouru les 150 hectares et fait toujours l'objet de surveillance. La préfecture de Haute-Corse insiste, un écobuage mal maîtrisé peut vite virer le drame. Le feu reste une menace pour la population non hiver. Que notre préoccupation, c'est d'appeler tout le monde. Et les différents travaux réalisés lui ont fait perdre de sa splendeur, une splendeur sur le point de lui être rendue. Il est encore dans son jus et sous l'enrobé, on sait qu'il y a, enfin on est quasiment sûr qu'il y a encore les pavés d'origine, parce que c'était un des rares ponts sur le Couesnon, entre Pont-d'Orson et Mont-Saint-Michel, qui permettait le passage des charrettes, etc. Pour lui rendre son caractère d'antan, près de 250 000 € sont nécessaires. Une somme que la commune va récolter plus tôt que prévu grâce à la mission Stéphane Bern, qui a obtenu 127 000 € résiste péniblement à des rafales de vent de plus de 110 km/h. Ces images fournies à ce matin par un téléspectateur de BFM TV témoignent de la violence des intempéries dans la région. Partout dans le monde, les dégâts matériels sont importants. Les vitrines de nombreux établissements ont été littéralement soufflées par le vent et pour les
population dans la se région. poursuit dans le centre d'un train. Pins, peluches et sacs à l'effigie du pont sont offerts en échange des dons. Et la mairie voit même plus grand pour le futur du monument. L'idée, c'est effectivement aussi de rénover ce monument et puis d'aménager de l'espace naturel qui a été fait. On veut allier les gens de la circuler. Pour participer à ce projet, les dons sont encore possibles jusqu'au 30. Les travaux de réhabilitation eux débutent de la fin d'année 2020. Oui, je suis assez pour le café, la Bretagne, le l'ouvrage publié aux éditions d'Est France et signé l'Académie des droits culturels. Et journaliste et bonsoir l'Académie des droits, merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'elle a germé l'idée de cette ouvrage? Tout simplement parce que je le cherchais, je croyais logique de le trouver, puisqu'il y avait la même chose pour les hommes et pour les Bretons, mais il n'existait pas pour les femmes, donc je me suis dit c'est pas juste. Je vais le mettre, ça m'énerve. L'histoire, oui, notamment sur la période de etc. Ben oui, non. Avant de commencer, vous pouvez vous aussi dans cet ouvrage, plus de 200 femmes sont à l'honneur par chapitre. Hein. Il y a les légendes de la je ne voulais pas en faire un dictionnaire parce que c'était un milieu, donc je l'ai fait par thème. Et donc il y a les légendaires, les visionnaires, les femmes de pouvoir, les résistantes et les militantes, etc. Voilà. Alors on y trouve Sainte-Anne, Attention, radar fixe, 60 km/h. Juliette Roux et les sœurs Wadek, Angela Duval. Et quelles sont les femmes dont le destin vous a particulièrement touché? Attention, radar fixe, 60 km/h. Il y a deux choses qui m'ont touchée. Les résistantes en premier. Les résistantes, j'ai été absolument bouleversée en écrivant le... Je ne m'attendais pas en écrivant ce chapitre-là. Je ne m'attendais pas à ce que autant de femmes aient donné leur vie pour la Bretagne. Et puis des femmes qui étaient certes parfois nées en Bretagne, mais parfois non. Et elles ont fait preuve d'un courage absolument incroyable. Et puis souvent, elles ont dit la résistance. Moi non, j'ai rien fait, j'ai juste fait la charité. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a deux autres aussi qui, je dirais, à 70 ans d'intervalle, ont vraiment donné à la Bretagne une ouverture au monde par deux biais différents. Voilà, j'ai trouvé. Et bon, toutes les deux, en plus, elles sont. C'est mes météorites. C'est vraiment deux références, elles ont été incroyables. Il y a Jeanne Magdel, avec le mouvement 16 Breur, qui a vraiment impulsé quelque chose dans le domaine de l'art, qui voulait, et elle le dit elle-même, qui voulait sortir des biniseries.